C'est une décision qui a fait beaucoup de bruit au début du mois d'août, la suspension des travaux de la future centrale du Larivot par le tribunal administratif de la Guyane, suspendue entre autres pour son incompatibilité avec les engagements climatiques de la France. Pour en parler, nous sommes ce matin avec l'un des opposants à ce projet, François Cuseni, porte-parole du collectif Alter Larivot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup François Cuseni d'être avec nous ce matin. Vous avez parlé, votre collectif a déclaré que c'était une décision historique. À quel niveau, pour quelles raisons c'est vraiment si historique que ça ? Alors, tout début août, le Conseil d'État a condamné la France pour inaction climatique. Et dans la foulée, début juillet, et dans la foulée, il y a eu cette décision. Cette décision est historique parce que ce n'est pas un État existant, industriel, c'est un projet qui était prévu. Donc c'est la première fois que les projets qui sont en cours d'élaboration, en cours de construction, sont retoqués pour les émissions de gaz à effet de serre dont il est prévu. Ça, c'est historique. C'est la première fois que ça arrive en France et ça arrive chez nous. On le rappelle, le référé avait été déposé par les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement. On va parler dans quelques minutes des propositions que vous faites en remplacement, on va dire, de la centrale du Larivot. Mais d'abord, j'aimerais savoir, et pour rappeler aussi un petit peu à tout le monde, les raisons pour lesquelles vous êtes justement opposé à cette centrale du Larivot. On le rappelle, la justice a retenu 2 éléments. Déjà, le fonctionnement au fioul qui, à terme, devrait être remplacé par du biocarburant, et l'emplacement même de cette centrale qui pourrait enfreindre la loi littorale. C'est des points, je suppose, que vous partagez, ou bien il y en a d'autres que vous mettez en avant dans votre opposition ? Bien sûr. Alors déjà, le juge, dans son référé, n'a dit que les agrocarburants qui étaient prévus pour alimenter cette centrale à terme, ce n'était qu'hypothétique. Oui. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucune piste. Oui, EDF avait indiqué, je vous coupe, on met tout en œuvre pour être prêt, mais on ne garantit pas que le démarrage se fera en biomasse liquide. C'est cette imprécision que la justice a notamment relevée dans cette décision. Ce n'est que hypothétique, et d'autant plus que la réglementation, la PPE, a été modifiée en avril-mai. Et cette réglementation, malgré tout ce qui est dit sur les ondes, cette réglementation, je vous invite à le lire, c'est disponible en direct, ne remplace pas le fioul par la biomasse, il ajoute la possibilité. C'est fioul ou biomasse. Et ces termes-là sont partout en fait dans la révision. Donc ça veut dire que le fioul est bel et bien maintenu. On ajoute la possibilité d'une biomasse, mais comme le juge le dit, ça ne reste qu'hypothétique. Et quand bien même ça se ferait. Pour les habitants de Balata, du Larivot, de la Chaumière aussi, ce serait encore pire d'avoir des agrocarburants. Pourquoi ? Parce que ça émet encore plus de microparticules. Ces microparticules, c'est PM2,5 pour être technique, c'est ce qui provoque le cancer des poumons, c'est ce qui provoque les allergies, c'est ce qui provoque l'asthme. Actuellement, les enfants de Balata, en particulier, mais les adultes aussi, souffrent déjà d'une épidémie d'asthme à cause des bouchons de la N1. Et là, on allait leur faire une centrale juste à côté. Pensons aussi à tous les salariés de la CACL, aussi aux lycéens qui sont juste à côté. Ça signifie d'être sous le gaz d'une centrale qui émettra des particules et des molécules cancérigènes qui provoqueront énormément de difficultés respiratoires et de maladies respiratoires. Sans compter que ça accélère et ça aggrave les possibilités d'AVC, qui est l'une des premières causes de mortalité en Guyane. Donc voilà, pour des raisons sanitaires, ce n'est absolument pas possible. D'autant plus que, Victor, construire une centrale avec des centaines de milliers de mètres cubes de fioul stockés sur un polder, sur une mangrove inondable, en zone d'expansion des crues, au-dessus d'une nappe phréatique, et ça, dans un cercle, au milieu d'un cercle de 5 km, où il y a des dizaines de milliers d'habitants. Non mais, vraiment. Rien ne va dans ce projet, ou il y a quand même des choses à garder selon vous ? Alors, qu'est-ce qu'il y a à garder ? Il y a une chose à garder et qui est vraiment cruciale et indispensable pour toute la Guyane et son système électrique. Ce sont les salariés. On a à EDF des grades décanes des dizaines et des dizaines de salariés qui ont 10, 20, 30 ans d'expérience du réseau guyanais. 10, 20, 30, 40 ans même, pour ceux qui étaient là à l'ouverture, d'expérience en électricité, en expérience de notre réseau, avec nos problématiques qui sont propres, en particulier par l'humidité et la chaleur. Ces salariés-là, ces dizaines de personnes, on a besoin en Guyane de leur expérience et de leurs compétences. Là, ces personnes-là, avec tout leur savoir, avec une formation adéquate, ce que leur refuse la direction d'EDF, avec une formation adéquate sur les énergies renouvelables, biomasse, solaire, quoi qu'ils veuillent, c'est vraiment sur la base du volontariat, c'est ce qu'ils ont envie de faire pour eux plus tard,
ils seront très précieux dans le système électrique guyanais demain. Donc une reconversion finalement des agents thermiques, comme vous avez déclaré, vers un projet d'énergie renouvelable, c'est bien ça? Un projet d'énergie renouvelable, mais en même temps, ça peut être pour eux, ça s'appelle un accompagnement RH, c'est mon métier. Un projet de reconversion, mais ça peut être aussi un projet de mutation vers Petit Saut, ça peut être un projet vers le réseau DFSEI, où on voit l'état du réseau qui est dans un état de délabrement catastrophique, peut-être, et très certainement qu'on a besoin de gens expérimentés pour aller sur le réseau. Ça peut être complètement autre chose, s'ils ont envie d'ouvrir une boulangerie, c'est leur avenir, tant pis pour nous, mais tant mieux pour eux. Un accompagnement renforcé, dur, pendant des années pour qu'on puisse les accompagner sur leurs projets professionnels et pour que leur projet professionnel électrique puisse être utile aussi à toute la Guyane. Bah justement, puisque vous parlez du réseau électrique guyanais, il y a évidemment la question des coupures de courant qui arrivent sur la table. Il y a quelques semaines, il y a 60 000 personnes qui sont retrouvées sans électricité pendant plusieurs heures. On entend dire, surtout de la part des pro-Larivot, on va dire que si la centrale ne voit pas le jour, il y a un risque que la Guyane se retrouve sans courant, le fameux blackout énergétique. C'est quoi votre position précisément sur ce sujet? Alors dans votre question, il y en a deux. Au niveau du réseau, le réseau guyanais est dans un état de délabrement tel qui fait que dès qu'il y a un orage, il y a 60 000 personnes dans le noir. Vous vous rendez compte quand même? Un orage sur un transformateur, il y a 60 000 personnes dans le noir pendant 4 heures. Le réseau est vétuste. La Cayenne, pendant plusieurs jours, des gens ont été privés de courant à cause des transformateurs. Plutôt que s'excuser, le directeur d'EDF, en allant à la télévision, plutôt que de s'excuser, il s'est félicité qu'on injectait 35 millions d'euros pour la rénovation du réseau tous les ans. La preuve que c'est pas assez. On a des coupures tout le temps. Et systématiquement, dans les communications d'EDF, parce qu'ils sont transparents sur ce sujet, c'est toujours un problème de réseau. C'est jamais un problème de puissance. C'est toujours un transformateur qui saute, un iguane qui se promène, un câble qui tombe. Il faut vraiment en urgence et de manière très forte mettre des moyens pour stabiliser le réseau, pour avoir un réseau sûr, moderne, qui fait que les coupures s'arrêtent. Ça veut dire que la question elle est prise à l'envers, avant même de parler de production énergétique, de savoir si ça doit être la centrale du Larivot, de parler de ce qui va ou de ce qui ne va pas à Dégradé-Cannes. Il faut avant toute chose réviser le réseau partout sur le territoire. C'est deux questions qui sont séparées. Ouais. C'est deux questions qui sont séparées pour avoir une stabilité du réseau énergétique, du fait qu'on appuie sur l'interrupteur, ça fonctionne. C'est deux choses. Tout d'abord le réseau, mais aussi la production. Là, pour le réseau, vraiment, il faut faire quelque chose en urgence, très vite. Doubler les lignes, en particulier Saint-Laurent-Cayenne. Doubler les lignes, voire les tripler, les renforcer. Il faut avoir vraiment des moyens suffisants pour que l'iguane qui se promène dans un transformateur, ce soit un mauvais souvenir. Voilà, que ça n'arrive plus jamais. Plus jamais en Guyane, ça doit arriver, ce genre de choses. Maintenant, au niveau de la production, on nous dit pas de centrale du Larivot, blackout au 31 décembre. Vous avez vu la banderole 2023. 31 décembre 2023. C'est ça. Oui. 31 décembre 2023, blackout. C'est faux. C'est faux, puisque déjà la centrale, dans ses plans initiaux, était prévue pour entrer en fonction dans le courant 2024. Ça veut dire que pendant des mois, des années, voire un an ou deux, cette centrale n'aurait pas été opérationnelle. Dans le projet initial, sans même prendre les retards dus au recours, le projet initial, c'était, ça se confirme d'ailleurs par les divers textes, c'était la centrale de Dégradé-Cannes se terminant en 2023, la centrale du Larivot, elle commence à démarrer à partir de l'année 2024, voire 2025, parce qu'il faut faire des tests, il y a des mois, et donc il y a une jonction entre les deux de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Donc on aurait prolongé en fait l'activité de Dégradé-Cannes en attendant que le Larivot. Impossible. Interdit. En fait, c'est contrairement à ce qui s'est passé depuis 2007, où il y avait des dérogations d'État français de 3 ans en 3 ans. Là, c'est une directive européenne. L'État français ne peut rien faire. Et aller demander une dérogation à l'Union européenne, c'est pas faisable. Donc là, 31 décembre 2023, il nous avait laissé plus de 8 ans pour pouvoir faire notre transformation. On ne l'a pas fait. Et donc là, 31 décembre 2023, dans tous les cas, c'est terminé. Et la centrale du Larivot interviendrait et serait opérationnelle dans les mois à venir. Donc dans tous les cas, on a une jonction. Là, aux auditeurs, ce que je leur dis, on a un choix. On a un choix à faire. Dans tous les cas, il faudra des TAC. Donc vous savez, c'est ces gros containers, ces centrales mobiles de 20 MW, voire des groupes électrogènes. Dans tous les cas, on va en avoir. Ça, c'est obligé, on va en avoir. De manière provisoire.
De manière provisoire. Alors, on a 3 solutions. Tu as mis le doigt dessus, Victor. Soit c'est du provisoire qui dure ad vitam aeternam. Pensez à Saint-Laurent. Il y a des TAC qui sont là-bas, des groupes électrogènes depuis 2015. En provisoire, en attendant quoi? On ne sait pas. Soit on a des groupes électrogènes provisoires en attendant d'avoir un groupe électrogène géant et polluant définitif. Soit on a des groupes provisoires pour pouvoir passer enfin à notre transition écologique et être la première région d'Union européenne à être à 100% en électricité renouvelable. Alors imaginons, François Cusigny, demain la justice met un arrêt définitif au projet du Larivot, puisqu'on le rappelle, hein, la décision d'il y a un mois a suspendu seulement les travaux. Le tribunal doit désormais se prononcer sur le fond de l'affaire, mais imaginons que les travaux soient stoppés. Définitivement, qu'est-ce qui se passe? Comment remplacer ce projet de la centrale du Larivot? Alors en juillet 2021, le groupement des énergéticiens guyanais, qui rassemble plusieurs dizaines de sociétés de production d'électricité, pas toutes, une partie, mais une grande partie, a émis une note, justement à destination des décisionnaires, une note signifiant qu'il y avait 30 projets en attente pour une puissance équivalente à 2 centrales du Larivot, 215 MW. Il y a une trentaine de projets qui sont en attente. Alors en attente de quoi? En attente de validation par EDF, qui est l'entreprise commanditaire, et par l'État. Donc on a une trentaine de projets. Tous ne sont pas exceptionnels. Parfois ce sont des fermes solaires, parfois c'est de la biomasse, mais il y en a qui sont vraiment très intéressants, très innovants. Ces 30 projets, ils sont en attente. Ils sont là, ils sont en attente. Et si un projet est validé, il y a un appel d'offres pour la construction qui dure 45 jours, donc ça prendrait 1, 2, 3 mois pour que ces chantiers, ces dizaines de chantiers puissent commencer. Moi j'ai une très forte pensée aux transporteurs et aux agents du BTP qui ont été mis en activité partielle due à la suspension. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui se retrouvent en chômage partiel comme pendant le confinement. Il y en a certains, leurs entreprises ont pu les muter, mettre ailleurs, mais il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont retrouvées au chômage forcé à cause de la suspension de ces travaux. Il faut qu'ils sachent et il faut qu'ils fassent savoir à leur direction et à leurs commerciaux qu'il y a des dizaines de chantiers en attente pour non pas des dizaines d'emplois, mais des centaines dans toute la Guyane. Donc on n'est pas pour un super grand projet comme le Larivot finalement, mais pour plusieurs qui sont un petit peu dispatchés partout sur le territoire. Et que ce soit à un endroit de la biomasse, à un autre du solaire, avoir plusieurs solutions et pas une seule comme le Larivot. Un orage, un transformateur, 60 000 personnes dans le noir. On a l'exemple type qu'il ne faut pas centraliser la production. Il y a une défaillance et c'est toute la Guyane qui se retrouve dans le noir. Au contraire, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Au contraire, il faut dispatcher. Et en plus, ça a un intérêt humain et économique. Parce que ces dizaines de projets répartis dans toute la Guyane, enfin la bande littorale, la zone interconnectée, permet de créer des centaines d'emplois. Là, avec les alternatives, on aurait minimum 500 emplois supplémentaires. Je suis tombé d'ailleurs sur ce point, sur un rapport de l'ADEME qui parle d'une création de 300 emplois grâce au développement de la filière de la biomasse d'ici 2028. Alors, ce 300 emplois concernent les projets, les 30 que j'ai dit, mais il y en a encore d'autres dans les cartons. D'accord. Il y en a encore d'autres dans les cartons et on arriverait à 500 emplois supplémentaires par rapport à Desgrades-des-Cannes, là où le Larivot c'est 20 emplois de moins. Et ces 500 emplois, on s'en rend pas compte parce que on y habite et on se plaint du 20% de chômage sur l'île de Cayenne et c'est tout à fait normal. Sauf que dans l'Ouest, on n'est pas à 20%, on est à 30, 40, 50, voire plus à certains endroits. J'ai entendu du 70% dans certaines communes. Là, une centrale biomasse solaire, c'est 10, 20, 30 emplois. Ou 5, parce que c'est un tout petit projet, dans certains écarts, dans certains bourgs, dans certaines communes isolées, ça fait toute la différence. Alors dernière question François Cusigny, parce qu'il est déjà 7h29, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, il y a eu un changement à la tête de la CTG, qui est évidemment un acteur clé dans ce dossier. Après l'annonce en août de suspendre les travaux, Gabriel Serville a réaffirmé sa volonté d'apporter son soutien à EDF pour faire appel de cette décision au Conseil d'État. Est-ce que vous, Alter Larivot, mais finalement tous les autres organismes opposés à la centrale, est-ce que vous êtes en relation avec la CTG pour en discuter, et notamment sur la question de la révision de la PPE? Vous avez commencé à en dire quelques mots, on le rappelle, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, autrement dit le document, l'outil qui pilote la politique énergétique et les objectifs énergétiques en Guyane. Vous êtes en discussion avec la CTG sur toutes ces questions? Alors moi j'ai trouvé que cette méthode-là, Gabriel Serville, Jean-Paul Ferreira et moi-même, j'étais sur la liste de Jean-Paul Ferreira à titre personnel, nous avions combattu une méthode qui consistait à prendre des décisions
après n'avoir entendu que les lobbies. Que les lobbies, c'était la méthode que nous avons combattue, qui a gouverné la Guyane pendant 10 ans. Les lobbies encerclent le pouvoir et les décisions sont prises. Nous avons combattu cela, nous avons voulu apporter une démocratie, plus de démocratie en Guyane. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que Gabriel Serville a pris, et Jean-Paul Ferreira ont pris fait et cause pour la centrale. Or, ils n'ont rencontré ni GNE, ni le collectif, ni les producteurs. Ils ont pris fait et cause pour la centrale après n'avoir entendu qu'un seul son de cloche. Je trouve ça très étonnant. Celui d'EDF ? Celui d'EDF. Qu'un seul son de cloche et ils se rangent du côté d'EDF et des lobbies. Je trouve ça très étonnant parce que nous avions combattu ça, nous étions en phase, toute l'équipe, contre ce type de méthode et ils font exactement la même chose. Là, depuis leur élection, on leur a demandé à plusieurs reprises de les rencontrer. On a plein de preuves, des messages, que ce soit le collectif, que ce soit Jean-Paul Ferreira de la transition énergétique ou bien Gabriel Serville. On a voulu aller voir et qu'ils tranchent en faveur d'EDF. C'est leur choix, c'est leur liberté. Mais au moins qu'ils vous reçoivent. Mais au moins qu'ils entendent. Là, on n'a même pas été reçus. Là, en septembre, il est prévu une réunion avec toutes les parties prenantes. On attend l'invitation. Mais une réunion avec toutes les parties prenantes, ça s'est déjà fait il y a 1 an, tout pile, par Rodolphe Alexandre, où c'était la CTG, les lobbies. Eh bien, on posera la question à Gabriel Serville lorsqu'on le recevra à ce même micro. Merci beaucoup François Cusigny d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes porte-parole du collectif Alter Larivot et vous étiez avec nous pour revenir sur ce long projet de la centrale du Larivot. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. Radio Pays.